Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Gabon 24. Voici les titres. Célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, c'est un thème qui accorde une grande importance à la main-d'œuvre des migrants. Au Gabon, les manifestations officielles se sont déroulées à Malibé, au nord de Libreville, en présence du ministre de l'Agriculture et non pas à déroger au thème. Et au Libéria, le sénateur George Weah, légende du football, et le vice-président Joseph Boakai s'affronteront au second tour de la présidentielle en novembre. Les détails dans ce journal. Voici pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bon confort d'écoute. Je vous le disais à l'instant en titre, la journée mondiale de l'alimentation. À l'occasion, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, n'a pas dérogé à la règle. Ce 16 octobre à Malibé, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville, le ministre de l'Agriculture, celui de l'Intérieur et le représentant de la FAO et les communautés amies se sont retrouvés sur un site qui en dit long sur l'agriculture. Gabriel Ratonga et Bertrand Saga. Changeons l'avenir des migrations, investissant dans la sécurité alimentaire et le développement rural. C'est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Face à ce défi planétaire, notre pays, à travers le plan stratégique Gabon émergent, impulsé par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a mis en place d'importants leviers et mécanismes devant permettre l'accélération de la croissance et la diversification de notre économie. Cet événement international est une énième fois l'occasion pour les organisateurs de se pencher sur la problématique de la sécurité alimentaire en vue de contribuer à atteindre l'avenir auquel aspirent les autorités en matière de gestion des migrations de sécurité alimentaire et de développement rural au Gabon. Le thème de cette année interpelle fortement le Gabon. D'une part, sur la nécessité de sédentariser les populations rurales dans les milieux de vie habituels en leur permettant l'accès à de meilleures conditions de vie et à une alimentation saine et équilibrée. Ce qui permettrait de donner une réponse appropriée aux problèmes de l'exode rural auquel le pays est confronté. D'autre part, sur la sécurisation des flux migratoires en vue de renforcer la main-d'œuvre agricole au regard de son insuffisance actuelle. La réduction de la migration liée aux mauvaises conditions de vie passe donc par le développement rural qui, lui, ne serait possible sans le développement d'une véritable agriculture et sans la volonté des politiques de mettre en place des mécanismes appropriés dans ce sens. Le Gabon est une terre d'accueil pour les migrants qui constituent une force de travail dans plusieurs secteurs agricoles notamment. Ces migrants exercent beaucoup dans le maraîchage. Comment s'organisent-ils et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Élément de réponse dans ce reportage de Gabriel Ratonga et Bertrand Saga. Ils viennent pour la plupart du Ghana, du Burkina Faso, du Mali et de Sao Tomé. Ils sont constitués en association et exercent entre autres dans le secteur agricole, notamment dans le maraîchage à Malibé, dans la commune d'Akanda au nord de Libreville. Chacun de nous a son endroit qui travaille, donc chacun aussi a son programme pour laquelle il fait. Si ça dit qu'il ne veut pas pour planter, on organise pour aller planter ensemble. Si ça arrive que lui aussi va partir récolter, on organise ensemble pour aller récolter. On a une association qu'on fait et puis on s'aide. Donc si de l'autre côté aussi, s'ils sont un travail qui est un peu beaucoup, nous tous, on appelle les autres associations pour venir, on vient lui soutenir pour que le travail puisse bien passer. L'amarante, communément appelée folon, la tomate, le piment, l'aubergine et les œufs de poule sont autant de produits que proposent ces agriculteurs aux populations. Les secteurs de l'élevage, des poulets et la pêche ne sont pas en reste. Malgré leurs organisations, ces planteurs rencontrent plusieurs difficultés dans leurs activités quotidiennes. Une bonne partie de ces migrants est encore en situation irrégulière. Cette situation fait que beaucoup d'entre eux sont réduits à la clandestinité, alors que par leur labeur, ils contribuent à l'essor économique de notre pays d'accueil au même titre que leurs compatriotes médecins, enseignants et autres.
Le développement de l'agriculture devrait conduire le pays à l'autosuffisance alimentaire et cela passe par la promotion du retour à la terre et un accompagnement technique et financier de l'État. Les discussions se poursuivent entre le ministre de la fonction publique Jean-Marie Ogandaga et les partenaires sociaux. Le tour ce lundi est revenu aux régies financières représentées par la Fédération des syndicats des régies financières et des administrations assimilées FESIREPA qui ont étalé les principales de leur protocole de revendication aux membres du gouvernement. Lariska Lormomigui, PGOPAS et Fred Longo. La concrétisation de la trêve sociale fait partie des priorités du gouvernement pour mettre fin aux tensions sociales répétitives. Une trêve sociale souhaitée dans tous les pans de l'administration publique gabonaise, c'est la démarche qui a motivé la Fédération des syndicats des régies financières et des administrations assimilées, FESIREPA, reçue par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Discussions franches et propositions réalistes étaient à l'ordre du jour. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut mieux qu'on s'asseye pour qu'on trouve des solutions. Et les solutions, il y en a, rassurez-vous. La seule différence, c'est que souvent, nous sommes pressés par la dictature du court terme, nous sommes pressés par la dictature du moment, parce qu'on veut résoudre des problèmes, quelquefois les problèmes qui demandent beaucoup de temps, mais nous voulons aller très vite. Et nous, la fonction publique, avons la méthode. Notre méthode repose sur le respect de la loi. Nous avons besoin de cet apaisement pour que notre économie puisse démarrer dans de bons auspices. Obtenir un compromis fondé sur la loi et qui tienne compte des réalités actuelles, trouver des solutions durables et surtout sortir de la crise sociale par le haut sont entre autres les objectifs des syndicalistes. Quand vous êtes devant une situation un peu cocasse, il faut toujours savoir mettre la barre à terre pour permettre à tout le monde de s'asseoir autour d'une table et susciter plutôt la discussion. On ne négocie pas systématiquement avec le couteau à la gorge. À un moment donné, nous avons ressorti nos velléités et nos velléités ont été connues par l'ensemble de notre corporation. Répondre aux questions et entrevoir les solutions, mais aussi asseoir les finances publiques dans une trajectoire durable, renforcer les capacités des filières économiques et les rendre attractives sont les résultats attendus de ces discussions pour parvenir à une bonne relance économique. Renforcement des capacités des agents publics. En effet, c'est une cinquantaine d'agents du ministère des petites et moyennes entreprises de l'entrepreneuriat national et l'insertion des jeunes qui bénéficient désormais d'une formation à l'école de préparation aux carrières administratives de Libreville. Cette formation qui s'étendra sur 18 mois est issue d'un partenariat entre l'EPCA et le ministère des PME. Le chef de ces départements ministériels a lancé officiellement l'ouverture de la filière PME au sein de cette école. Lariska Mamigui et Hervé Oubian. Il faut des agents à la hauteur des enjeux du ministère, des agents qualifiés pour animer la politique de l'entrepreneuriat national. C'est dans ces mots que Biendi Maganga Moussavou s'est adressé aux agents de son ministère, admis à suivre une formation à l'école de préparation aux carrières administratives, ce lundi à Libreville. C'est une nouvelle naissance pour beaucoup d'entre nous, ici, aujourd'hui, de se réinventer, de redéfinir sa carrière professionnelle, de se revoir avec un avenir beaucoup plus florissant. Les horizons sont en train de s'ouvrir. Demain, pour certains d'entre vous, si vous vous améliorez, vous allez devenir des formateurs. Vous serez vous-même en train de transmettre ce savoir que vous allez acquérir. Donc faites-le avec beaucoup de sérieux. C'est quelque chose d'extraordinaire de s'imaginer que par ces temps difficiles de restrictions budgétaires dans notre pays, nous avons quand même consenti dans le budget du ministère un effort pour pouvoir financer votre formation. Une cinquantaine d'agents de l'État suivront des cours pendant 18 mois, notamment sur l'initiation à l'entrepreneuriat et la stratégie nationale, la politique nationale d'insertion des jeunes. Pendant des années, le ministère des PME n'avait pas encore eu la possibilité d'avoir une convention qui permettait à ces agents d'accéder facilement à la formation au ministère des PME. Et par la signature de cette convention, là maintenant, les agents des PME peuvent maintenant se réjouir d'avoir une place déjà au niveau de l'EPCA.
Lorsqu'on repart à l'école, dans le but de vouloir changer un peu de catégorie pour certains et d'autres pour se perfectionner dans de certaines filières, on est déjà optimiste que quelque chose va avancer. Cette session, la première à laquelle participe le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Entrepreneuriat national et de l'Insertion des jeunes, est le fruit d'un partenariat entre ce département ministériel et les PCA. 4 jours permettront aux équipes de la CNAMGS, soutenues par la Croix-Rouge gabonaise et le ministère de la Santé, pour faire le maximum de dépistage s'agissant de l'hypertension artérielle et du diabète. La caravane de la prévention de l'hypertension et du diabète, voilà le libellé de cette opération. Igor Nanga nous en parle, nous sommes à Port-Gentil. Tous ensemble contre l'hypertension artérielle et le diabète, le slogan de la caravane de prévention menée par la CNAMGS à Port-Gentil du 16 au 19 du mois en cours est une invite à chaque Port-Gentillais à se faire dépister. Et les populations arrivent en masse, elles sont orientées et sensibilisées par les agents de la Croix-Rouge, elles sont vues par les infirmières qui prennent les paramètres, la tension et le diabète. Et ensuite, en fonction des chiffres, si effectivement les infirmières constatent que les chiffres élevés de tension sont avérés et le diabète aussi, on les oriente vers l'équipe médicale faite de médecins. Nous avons un spécialiste du diabète qui est là. Une action préventive qui se déploie dans l'ensemble du territoire national et qui est à sa deuxième étape. Celle-ci se justifiant par des exigences d'ordre purement institutionnel. Aujourd'hui, les organismes internationaux de sécurité sociale recommandent fortement à la CNAMGS, aux caisses d'assurance maladie, de s'investir en matière de santé. Et c'est pourquoi, à l'occasion de ce 10e anniversaire, nous nous sommes invités avec le ministère de la Santé et de la Croix-Rouge gabonaise à mener cette action. 150 personnes se seront donc fait dépister rien que s'agissant de la mi-journée de la première date. Parmi ces derniers, une trentaine de cas à voir de plus près. C'était vraiment utile car je viens de découvrir que j'avais, comment dirais-je, la tension vraiment élevée. Où les conseils du médecin m'ont été utiles. Après Matanda, les quartiers châteaux, balises et grands villages permettront donc aux équipes de la Croix-Rouge et de la CNAMGS de mieux se déployer dans tous les arrondissements de Port-Gentil. Le Bloc démocratique chrétien, un parti politique de la majorité, a célébré ce 16 octobre la 8e année de présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Par la voix de son secrétaire exécutif et par ailleurs porte-parole de la majorité présidentielle pour l'émergence, Guy Christian Mavioga, c'était au cours d'un point de presse. Linda Magonga, Lardingue Momba. 8 ans après la prestation de serment d'Ali Bongo Ondimba le 16 octobre 2009 pour son premier mandat à la magistrature suprême et l'entame du second, le président du Bloc démocratique chrétien, un parti de la majorité présidentielle, appelle le président à dissoudre le Parti démocratique gabonais PDG, à qui il attribue de nombreux maux dont souffre le Gabon. En dépit des difficultés économiques et financières que traverse le Gabon, il faut reconnaître qu'Ali Bongo Ondimba a déjà fait, même s'il reste encore beaucoup à faire. En mon humble avis, le PDG est la locomotive de la majorité et du pays. Mais cette locomotive pose aujourd'hui problème, car ceux qui insultent viennent du PDG. Ceux qui ne respectent pas les institutions de la République gabonaise viennent du PDG. Ceux qui s'opposent au régime en place viennent du PDG. Ceux qui froissent le drapeau de la République gabonaise viennent du PDG. Ceux qui vilipendent le pays viennent du PDG. Estimons que la machine a pris de l'âge et qu'elle incarne surtout une autre classe politique et des anciens visages dont beaucoup sont passés dans l'opposition. Guy Christian Mavioga pense que le président doit créer son propre parti. Une machine, quand elle est vieille, finit par coûter trop cher en changeant de pièces tous les jours. Par conséquent, nous réaffirmons notre vœu de voir Ali Bongo Ondimba créer son propre parti.
Qu'est-ce qui empêcherait alors Ali Bongo Ondimba de créer son propre parti politique qui serait un grand rassemblement populaire pour le développement de tous les Gabonais? À 6 mois des prochaines élections législatives, la grande question est de savoir comment cet appel sera accueilli dans les rangs du parti au pouvoir qui cherche aujourd'hui un nouveau souffle après les déchirements enregistrés depuis les présidentielles de 2009 et 2016. Allons au Libéria pour parler du sénateur George Weah, légende du football, et du vice-président Joseph Boakai qui s'affronteront au second tour de la présidentielle au Libéria en novembre. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale. Dorothea Finizo. Au Libéria, les qualifiés du second tour de la présidentielle sont officiellement connus. George Weah et Joseph Boakai sont les finalistes. Une annonce faite dimanche par la Commission électorale. Monsieur George Weah, du CDC, a obtenu 572 453 votes, soit 39% des voix. Monsieur Joseph Newman Boakai, du Unity Party, a obtenu 427 550 votes, soit 29,1%. Ce second tour pour désigner le successeur de Len Johnson Sirleaf aura des allures de revanche pour les deux hommes qui figuraient déjà sur les tickets présidentiels rivaux aux précédentes élections en 2005 et en 2011. Le deuxième tour a une dynamique totalement différente. Les 18 autres candidats ne sont plus dans la course. Donc les électeurs vont décider. L'important, ce n'est pas qui mène à l'issue du premier tour, mais qui va l'emporter à l'issue du second tour. Et ce sera nous. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour gagner dès le premier tour, mais c'est un processus démocratique. Cela n'a pas abouti, même si nous avons plus de 100 000 voix d'avance. Mais je peux vous dire que le CDC est prêt et entre dans la course du deuxième tour, confiant et en sachant qu'il va l'emporter à la fin. Malgré leurs différences, George Weah, 51 ans, et Joseph Boakai, 72 ans, ont en commun une origine modeste et le fait de ne pas appartenir à l'élite américano-libérienne issue des esclaves affranchis qui a dominé la politique nationale de la plus ancienne République d'Afrique depuis sa création, à l'exception de la présidence de Samuel Doe. Selon la Constitution, le second tour est organisé le deuxième mardi qui suit l'annonce du résultat final, soit le 7 novembre. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche à Ouagadougou pour réclamer vérité et justice pour Thomas Sankara. 30 ans après l'assassinat du père de la révolution burkinabé, tué lors du coup d'État de 1987, qui portera au pouvoir son compagnon Blaise Compaoré. Lariska Lormamengue. Point levé, entonnant l'hymne national burkinabé, les manifestants ont fait une halte devant l'ambassade de France où ils ont déposé un mémorandum exigeant le lever du secret défense par l'État français concernant le dossier Sankara. Ils ont également réclamé l'ouverture d'une enquête judiciaire en France dans l'affaire Sankara pour situer les responsabilités de la partie française dans cet assassinat planifié et l'accès à toutes les archives portant sur Sankara. C'est pour demander enfin justice pour Thomas Sankara. Ces bourreaux, la jeunesse a fait son travail de chasser ces bourreaux du pouvoir, mais il faut que le gouvernement actuel qui est là, la justice actuelle qui est là, puisse donner enfin justice à Thomas Sankara. Aucune personne de l'intérieur ou de l'extérieur, burkinabé ou non, impliquée de près ou de loin dans ces assassinats, ne doit échapper au châtiment de la justice souveraine, a lancé le président du comité international mémorial, Thomas Sankara. 30 ans après l'assassinat de celui qu'on a surnommé le chef africain et ses 12 compagnons, les familles et tous les peuples épris de justice attendent que la vérité soit dite sur cette affaire, que la justice soit faite. Thomas Sankara et 12 de ses compagnons avaient été assassinés par un commando dans ses bureaux alors qu'il allait assister à un conseil de cabinet. Les corps avaient été enterrés en catimini le soir même au cimetière de Danyoen, à l'est de Ouagadougou.
Les corps présumés de Sankara et ses compagnons tués avec lui ont été exhumés fin mai 2015 pour une expertise ADN afin de tenter de déterminer l'identité des victimes et de lever le voile sur les circonstances de leur mort. Malgré des analyses en France puis en Espagne, il n'a pas été possible de confirmer les identités. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a déclaré que l'attentat de Mogadiscio était une catastrophe nationale alors qu'il donnait son sang aux victimes du camion piégé qui a tué au moins 137 personnes et fait 300 blessés. Mirandangé. Au moins 137 personnes ont été tuées et 300 blessés dans l'attentat au camion piégé samedi dans le centre de Mogadiscio. Cet attentat au camion piégé est survenu en milieu d'après-midi sur le carrefour PK5 situé dans le district de Hodan, un quartier commercial très animé de la capitale avec ses magasins et ses hôtels. En effet, c'est une période difficile. L'attentat à la bombe d'hier est un désastre national qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et qui signifie que le groupe terroriste El-Shabaab est cruel et méchant et qu'il tue n'importe qui. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les islamistes somaliens Shebab, affiliés à Al-Qaïda, lancent fréquemment des attaques et attentats suicides dans Mogadiscio et ses environs. Nous avons visité l'hôpital d'Ericep, où 205 personnes sont blessées, dont 60 ont déjà été rapatriées chez elles après leur traitement, et où 11 des victimes sont dans un état grave. Nous demandons donc à Allah d'aider ces victimes et qu'Allah donne sa miséricorde à ceux qui ont été tués dans l'attentat. Les Shebab ont juré la perte du gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine. Ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent dans la capitale, et contre des bases militaires somaliennes ou étrangères. Le chef de l'exécutif français Emmanuel Macron a défendu dimanche, à l'occasion de sa première grande interview télé, son style de présidence qui a pu susciter des critiques et son projet de transformation radicale de la France. Un exercice qui ressemblait à une opération de déminage et de la reconquête selon de nombreux observateurs. Abdelaziz Maïga. 1h15, c'est le temps qu'il aura fallu au chef de l'État français pour tenter de s'expliquer sur les sujets qui font polémique dans l'Hexagone. L'essentiel de cet exercice inédit depuis son élection a surtout été consacré aux dossiers économiques et en particulier à la réforme du travail. Sur ce sujet, Emmanuel Macron maintient le cap et reste droit dans ses bottes. La plénitude des réformes qui sont en train d'être conduites par le gouvernement, vous les verrez dans 1 an et demi, 2 ans. On ne juge pas l'action du président de la République simplement à un indicateur. C'est un de mes désaccords avec mon prédécesseur qui peut-être avait considéré qu'il pouvait y avoir une espèce de réglage selon les courbes. Face aux accusations de président riche, le numéro 1 français monte au créneau. Je n'aime pas la jalousie qui consiste à dire ceux qui réussissent, on va les taxer, les massacrer parce qu'on ne les aime pas. Je n'aime pas le cynisme de parfois celles et ceux qui réussissent et qui se replient dans un égoïsme où le seul but de la vie serait d'accumuler de l'argent. Et donc ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi. Invité à réagir à l'attaque contre 2 filles tuées par un Tunisien en situation irrégulière à Marseille, Macron a prévenu qu'il serait intraitable. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Les sujets internationaux ont été largement éludés au cours de cet entretien, mais Emmanuel Macron a tenu à rappeler que les États-Unis étaient les alliés de la France en dépit des désaccords sur le nucléaire iranien et l'accord de Paris sur le climat. En somme, selon nombre d'observateurs, l'exercice ressemblait à une opération de déminage et de reconquête. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a revendiqué dimanche une nette victoire lors des élections générales avec 17 États sur 23 remportés par le camp au pouvoir. Mirandangé.
Je dois vous informer que dans le total du vote national, le chavisme a remporté 54% des votes, contre 45% pour l'opposition. 9 points de différence, 9 points de différence. J'ai dit Julio Borges parce qu'il est le chef politique de l'opposition, où j'envoie un message à Ramos Aloup, candidat présidentiel de la droite. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, respectez les résultats légaux, transparents. Ils vont encore dire Dieu sait quoi. Nous restons au Venezuela où l'opposition vénézuélienne a annoncé dimanche soir qu'elle contestait les résultats des élections régionales au Venezuela qui donnent au camp gouvernemental 17 États sur 23. Dorothea Finizo. Le Conseil électoral du Venezuela a annoncé que le camp du président Nicolás Maduro avait largement remporté les élections législatives de dimanche, mais l'opposition a refusé de reconnaître ce résultat qu'elle estime entaché de fraude. Nous exigeons un audit de l'entièreté du processus du système des empreintes pour décider si nous le reconnaissons ou non. À ce moment précis, nous ne reconnaissons pas les résultats. L'opposition, qui était pourtant créditée de 11 à 18 États par les sondages, n'a finalement gagné que 5 États. Le dernier territoire restant encore indécis, a déclaré la présidente du Conseil national électoral. Avec un taux de participation de 61,14%, le parti au pouvoir s'est imposé dans 17 des 23 États du Venezuela. Il est urgent de nous unir dans une politique et des critères identiques, avec une stratégie commune avec tous nos chefs au sein de la coalition et à l'extérieur pour faire face au pouvoir qui est aujourd'hui concentré et qui occupe les institutions du pays. C'est une nette victoire. Le chavisme s'est largement imposé dans les élections avec 17 gouverneurs. L'opposition en a 5. A déclaré dans la foulée Nicolás Maduro, entouré des principaux dirigeants vénézuéliens, assurant que son parti pourrait également s'imposer dans le dernier État encore indécis. Le vote intervient alors qu'un calme surprenant règne au Venezuela depuis 2 mois, après la vague de manifestations souvent violentes qui a submergé le pays d'avril à juin dernier. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres. Célébration de la Journée mondiale de l'alimentation avec un thème qui accorde une grande importance à la main-d'œuvre des migrants. Au Gabon, les manifestations officielles se sont déroulées à Malibé, au nord de Libreville, en présence du ministre de l'Agriculture et n'ont pas dérogé au thème. Et puis, nous étions au Libéria où le sénateur George Weah, légende du football, et le vice-président Joseph Boakai s'affronteront au second tour de la présidentielle en novembre. Merci de nous rester fidèles. Restez sur Gabon 24. L'information continue.